Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, je vous propose un entretien où je sais qu'il se dira plusieurs choses à plusieurs niveaux, mais en plus, je sais qu'il y aura sûrement un niveau philosophique, puisque nous allons commencer par parler avec l'invité d'un de ses maîtres à penser, le philosophe allemand Friedrich Nietzsche. J'accueille Monsieur Pierre Péladeau. Monsieur Péladeau, bienvenue. Bonjour. Et Nietzsche, je sais que ce n'est plus tout à fait votre maître à penser, mais c'est un bon point de départ parce que vous l'avez pratiqué jeune et lui, il a assis toute sa philosophie sur la volonté. Et chez vous aussi, c'est une valeur, la volonté. Très jeune, on sent que vous avez voulu beaucoup de choses. Vous y êtes arrivé. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réalisé ça, ce rêve nietzschéen? Je ne sais pas si j'appellerais ça le rêve nietzschéen, mais sauf que ce que vous dites à l'effet que j'ai voulu bâtir ma vie sur une certaine volonté, c'est très vrai. Et j'ai eu cet avantage d'avoir une mère extraordinaire, une mère qui était très forte, une mère qui était très orgueilleuse, qui avait beaucoup d'élan, et qui m'a inculqué, je dirais, une seule chose, c'est-à-dire de jouer pour gagner. Elle-même jouait pour gagner et elle m'a passé exactement la même réponse, d'une part. Et d'autre part, Nietzsche, où j'ai fait par la suite ma licence en philo et que j'ai préparé ma thèse sur Nietzsche, justement. Nietzsche, Machiavel et quelques autres, mais principalement Nietzsche. Nietzsche développe ce talent-là. Et en plus de ça, à la même période, c'était la période où l'Église catholique prenait une place majeure dans la vie des jeunes. Moi, j'ai résisté à ça, je me suis opposé à ça totalement. Et comme Nietzsche offrait une autre porte de sortie que la porte de l'Église catholique, évidemment, je suis entré dedans à fond de train. Mais chez lui, il y a aussi, il parle des esclaves. Il n'y a pas beaucoup de sympathie pour les perdants. Quand on joue pour gagner, il y a forcément des perdants. Ça doit vous obséder, ça. Ceux que vous avez laissés un peu derrière vous dans la lutte économique qu'on mène tous dans la vie, puisque vous avez gagné. Que dire de la foule des perdants, qui est la masse dans n'importe quelle société? Je crois que les perdants sont perdants parce qu'ils veulent être perdants. J'ai toujours pensé ça, puis je l'ai dit à plusieurs reprises. On est gagnant si on veut être gagnant. Maintenant, de quelle façon on va gagner? On peut gagner d'une façon honnête, d'une façon vache. Moi, j'ai jamais essayé de gagner d'une façon vache. J'ai essayé de gagner d'une façon directe et au point. Et ça fonctionne. Maintenant, de là à croire que tous les gagnants, c'est-à-dire, tous les perdants auraient pu devenir des gagnants, c'est autre chose. Il y en a qui sont nettement perdants parce qu'ils veulent l'être. À ce moment-là, il n'y a rien à faire. Nietzsche disait d'ailleurs qu'il y a deux styles de personnes dans la vie. Il y a les forts et les faibles. Et les faibles étaient justement ceux qui méritaient d'être perdants. Et les gagnants étaient les autres. Mais que font les gagnants avec les perdants? Parce que les gagnants, finalement, auront toujours le pouvoir. Et vous, par exemple, qui participez à beaucoup de bonnes œuvres et qui mettez pas seulement de l'argent, comme vous dites, mais vos efforts, il y a quelque chose là qui est plus chrétien que nietzschéen. Non, je ne crois pas. L'application du mot chrétien, le mot chrétien en soi n'est pas nécessairement mauvais. Je ne pense pas que j'essaierais pas de l'enlever. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que moi, j'ai jamais été anti quoi que ce soit. Je suis pour, autant que possible, tout ce que je peux être. Mais de là à être anti, c'est tout à fait autre chose. Mais ce qui arrive, c'est que les gagnants, ils font vivre les perdants. Voilà. Mais avec le sentiment qu'ils doivent le faire ou qu'ils sont obligés de le faire? Parce qu'ils en ont besoin. Non. Ils en ont besoin. Les gagnants ont besoin des perdants. Comme les perdants ont besoin des gagnants. Dans la vie, c'est toujours un give and take. Il n'y a pas un choix de l'un ou de l'autre, non. Et regardons un peu l'époque, on parle de volonté au sens abstrait, mais dans le concret, vous avez décidé aussi très rapidement que ça s'exercerait dans le domaine matériel et vous n'aviez pas honte de ça, de vouloir être riche. Et on le sait de vous, ça, que vous avez regretté votre condition à la naissance, qui était moins heureuse. Votre père, je crois, avait subi des revers de fortune. Il y a là la revanche classique contre le destin aussi. Vous vouliez être riche et à l'époque, c'était quand même assez original, ça, non? Je ne sais pas si c'est original, mais je pense que pour moi, ça a été majeur. Il est sûr que si mon père n'avait pas eu beaucoup de difficultés, s'il n'était pas mort alors que j'étais très jeune, je ne sais pas ce que je serais devenu. Ça c'est tout à fait hypothétique. Mais en soi, mon père est parti et à partir de ce moment-là, je n'avais pas un sou dans mes poches, je n'avais pas une façon de me répondre, de répondre sauf à coup de poing sur le nez, ce qui n'était pas toujours la meilleure façon. J'ai répondu quand même aussi, je l'ai aussi fait. Et à partir de ce moment-là, il fallait bâtir quelque chose pour être capable de balancer ce qui avait été fait. C'est assez, au demeurant, c'est facile. Je pense qu'on agit toujours par action-réaction dans la vie, continuellement, qu'on le dise ou qu'on le dise pas. Mais le choix de l'argent, ça aurait pu être je vais gagner en écrivant beaucoup de livres comme Nietzsche. Ouais. C'était pas ça. Le choix de l'argent, c'est venu comment? C'est sûr que ça répète ça. Ça répète aussi le fait de faire des hold-up. J'aurais pu très bien être un bandit de belle qualité, sans aucun doute. J'ai rencontré par la suite beaucoup de gens de pénitenciers que je me disais, pourquoi eux autres, pas moi, hein? Antisympathiques, parce que les autres sont tournés d'un côté. C'est à cause de ma mère. Ma mère était extraordinaire, qui m'a donné
une directive et je suis marché à cette directive-là. Alors, ça arrive là. Maintenant, pourquoi l'argent plutôt que la littérature, plutôt que la musique, plutôt autre chose? Oui. C'est parce que j'étais plus dirigé vers l'argent. Parce que, justement, mon père avait été un homme riche. Mon père avait tout perdu et j'avais donc besoin de me prouver à moi que j'étais capable de faire mieux que mon père et d'une certaine façon de le venger avec ses moyens. Et même si on sait de vous, ça c'est très très clair quand on lit votre vie, vous n'êtes pas snob du tout. Vous ne voulez pas introduire des nuances absolument, à vos yeux, absolument superficielles entre les classes sociales, entre les goûts et des choses comme ça. Même si ça c'est vrai, je vous imagine traversant votre désert, les petits journaux. Aujourd'hui, ça a mené à un empire. Mais quand vous étiez là-dedans, avez-vous trouvé le temps long et avez-vous imaginé que ça déboucherait peut-être pas? Parce qu'on a beau vouloir gagner, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. J'ai toujours été sûr que je gagnerais. J'ai toujours été sûr que je m'en irais là. Comme j'ai toujours été sûr que j'aurais une compagnie de papier. Quand j'ai acheté Donahue il y a quelques années, ça fait longtemps que j'envisageais acheter une compagnie de papier. Parce que les autres compagnies de papier m'avaient joué quelques petites histoires que je n'avais pas aimées. Et ma réponse a été très simple. Un instant, tout à l'heure, j'aurai ma compagnie de papier. And that is it. C'est tout. Je veux dire, je finis mon affaire et puis j'embarque dedans, puis j'embarque pour aller le chercher. Jamais de découragement. Je vais revenir à ça. Le Journal de Rosemont, c'était un de vos beaux coups, ça, au début. Mais c'était le Journal de Rosemont. Jamais de découragement, jamais de moment où vous vous êtes dit, je vais peut-être en rester là. Non, pas du tout. Jamais, jamais, jamais. Quand j'ai commencé le Journal de Rosemont, l'année suivante, j'en avais 2 ou 3. 4 ans après, j'en avais 5. Je ne suis pas resté là. J'aurais pu rester très bien au Journal de Rosemont, me faire ma vie, puis m'enligner avec ça. Mais c'est pas ça. J'ai jamais voulu vraiment faire de l'argent. C'est pas l'argent qui m'importait. L'argent était par surcroît, mais c'était pas la chose importante. La chose importante, c'était de bâtir, c'était de créer quelque chose. Je pense que fondamentalement, n'importe quel homme d'affaires qui bâtit quelque chose, c'est un artiste, pas autre chose. C'est qu'on est des bâtisseurs, on crée des éléments. D'où, sans doute, votre plaisir à fréquenter les artistes et pas les gens d'affaires qui savent peut-être pas qu'ils sont des artistes. Vous les trouvez un peu empesés. Il y a ça aussi, c'est une constante chez vous, d'avoir préféré le milieu plus vivant. Les gens d'affaires qui ne se préoccupent que de l'argent sont suavement emmerdants, insignifiants et d'aucun intérêt pour moi. Ce qui m'intéresse chez un être humain, chez un individu, c'est quelque chose dans les tripes, quelque chose à dire. Je me suis toujours intéressé, par exemple, à la musique. Si je parle avec un homme d'affaires qui connaît quelque chose à la musique, je vais aller chercher un certain nombre de joueurs. Parce qu'il y en a. Il y a des gars d'affaires qui sont très valables, très intéressants et qui ont quelque chose dans les tripes. Ça, c'est autre chose. Mais en réalité, ce qui se passe très souvent, c'est que les gars d'affaires, tout ce qu'ils connaissent, à part de parler des agents qui ont fait à la bourse et des ventes qu'ils ont faites la veille, qui sont souvent soufflées d'ailleurs, et de la grosse voiture qu'ils vont s'acheter, de la grosse maison, ça, c'est pas mon fond. Et avez-vous l'impression... Je n'appelle pas ça du snobisme, Robert. J'appelle ça la sottise. C'est autre chose. Bon. C'est de la sottise. Et est-ce que le milieu vous le remet bien en se sentant que vous pensez ça en vous ostracisant de temps en temps? Vous avez déjà dit que, par exemple, vous étiez inscrit en bourse aux États-Unis, vous aimiez mieux ça comme ça. Il y a eu une réaction du milieu des affaires. Je me suis inscrit en bourse aux États-Unis pour une raison très simple. C'est que je suis allé, j'ai voulu faire une mise en place ici à Montréal. J'ai fait le tour des courtiers, puis les courtiers ne me donnaient pas les prix que je voulais. Je leur ai dit, c'est pas ça que je veux, mais je vais avoir de temps. Alors, non, vous ne l'aurez jamais. Ben, très bien, je suis parti, je suis allé aux États-Unis, puis j'étais de chercher aux États-Unis. C'est tout. Je ne sais pas faire des affaires, je vais aller le faire ailleurs, c'est tout. Mais encore de la sottise ou de la conventionnalité. C'est-à-dire que ce qui était dans le top, c'est encore vrai aujourd'hui, c'est encore très vrai aujourd'hui. Ce qu'on regardait chez un homme qui bâtissait une entreprise, on regardait son bilan. Qu'est-ce qu'il avait fait? Combien il a fait de profit l'année dernière, l'année avant? Et c'était tout. On ne pensait pas et on ne s'occupait pas de ce qu'il pouvait faire l'année suivante et dans les années à venir. Et c'est ça qui est la chose importante. Les Américains, à cette période-là, comprenaient ça. Comprenaient que l'entreprise que j'avais n'était pas une grosse entreprise. On faisait à ce moment-là 32 millions, quelque chose genre 32 ou 35 millions. C'était pas une grosse entreprise. Pour les Américains, c'est même de la petite monnaie. Mais ils se disaient, ce gars-là, il s'en va quelque chose quelque part. Mais aujourd'hui, cette année, on fait 2 milliards. Eux autres l'ont compris. Et vous ne redoutez pas C'est intéressant parce que souvent, les gens qui ne veulent réussir qu'en their own terms, ils vont bien aller chercher de l'argent en bourse parce que là, ce sont des actionnaires minoritaires, ce sont des partenaires, mais ils vont fuir le prêteur qui, lui, vous tient un peu. Vous ne craignez pas les prêteurs. Les banques, pour vous, c'est des fournisseurs comme ça. Ah, ça mais oui, il n'y a aucun doute possible. Une banque, pour moi, c'est un fournisseur au même titre que le bonhomme qui me vend une automobile ou l'autre bonhomme qui me vend du papier ou qui me vend de l'encre. Et lui me vend ou me prête son argent avec lequel il fait de l'argent. Alors, ça me fait sourire, moi, quand j'entends souvent la remarque, les banques ne prêtent qu'aux riches. Pour moi, c'est la foutaise. Les banques m'ont prêté de l'argent moi, depuis le début, alors que je n'avais pas un rond. Mais ils savaient qu'avec moi, ils en feraient. Alors, ils en ont fait avec moi.
Et c'est tout. Mais vous savez ce qu'ils font. Ils prennent toutes sortes de garanties, ils vous attachent et tout. Pour quelqu'un d'indépendant comme vous, Ils prennent des garanties si vous voulez les donner. Si vous ne voulez pas les donner, ils comprennent vite. Ils vont s'intéresser. Les banques font de l'argent avec vous. Font de l'argent en prêtant de l'argent. Si vous ne prêtez pas d'argent, c'est eux autres qui en perdent. C'est eux autres qui n'en font pas. Alors, leur intérêt, c'est de prêter de l'argent. Et quand l'organisation grossit, là, je vous regarde et je vous imagine très bien devant le banquier, sans difficulté même, arrivant à vos fins, ne donnant pas de garantie et obtenant l'argent que vous voulez. Quand l'organisation grossit, là, c'est votre cas, c'est effectivement dans les 2 milliards. Là, insuffler un moral à des employés qui se comptent par centaines ou par milliers. Chez nous? Oui, par 18 000. Bon. 18 000. Mais là, vous ne pouvez pas les prendre comme ça, face à face, les yeux dans les yeux. Et comment vous faites maintenant que c'est devenu très gros? Bon, c'est de la même façon. C'est pas... je veux dire, on a un système de base de finances et c'est avec cette base de finances-là qu'on produit. C'est bien simple. Vous parliez tout à l'heure, bien, je vais juste le mentionner parce que je trouve ça amusant. Vers les années 55 ou 56, j'avais demandé à ma banque à ce moment-là de me prêter 300 000 $. Et ils m'ont fait attendre 2 semaines, 3 semaines. Finalement, ça n'aboutissait pas. Je vais voir le gérant de banque. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans ce temps-là, on les appelait des gérants de banque. On ne les appelait pas les directeurs de banque. Ils sont un petit peu plus prétentieux, je dis. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, c'est au bureau chef, je devrais recevoir une réponse d'une journée à l'autre. Ils reçoivent la réponse, puis il vient me voir. Il dit, Monsieur Prado, tout est en ordre, ça va très bien, venez. Donc, bon, ça va. J'arrive, je m'en vais le voir. Tout est correct. Bon, la seule chose, c'est qu'il me demande votre endossement. J'ai dit, pardon? Vous avez bien dit mon endossement? J'ai dit, la réponse, c'est non. Et non seulement c'est non, mais vous n'avez plus de compte. Je m'en vais ailleurs. Bonjour. Est-ce qu'il a essayé de vous retenir? Ah, il n'a pas essayé. Ah non, ça ne servait à rien. C'était inutile, c'était ça. Puis c'était terminé. C'était complètement terminé. Et cette banque-là, je n'ai jamais fait affaire avec elle depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis 57 ou 58. Je vous assure qu'ils l'ont regretté après ça. Est-ce qu'il n'y a pas un de vos mentors, d'ailleurs, qui vous avait montré comment téléphoner? Ah oui. Racontez ça. J'ai eu des professeurs extraordinaires. Au début de ma carrière, je vendais moi-même mon annonce. Je faisais ma rédaction, je faisais ma mise en page. En fait, je faisais tout. Je ne pouvais pas me permettre de payer que ce soit. Là, je faisais tout. Je m'en vais vendre l'annonce à un monsieur qui s'appelait Paul Sanguinette, qui était Sanguinette Automobile. C'était un immense gaillard de 6 pieds 3 pouces, pesait dans les 250 livres. Un merveilleux garçon, un homme formidable, qui me servait d'ailleurs des cafés dans un verre. Et la moitié du café, c'était en cognac. Alors, au début, je prenais ça, puis je me rendais pas trop compte de ce qui se passait. Mais au bout du 2e et du 3e, je me rendais compte, je trouvais ça merveilleux, j'étais très emballé. Et un jour, je m'en vais là, puis je lui dis, Monsieur Sanguinette, j'ai un problème avec les banques. Ça ne fonctionne pas. Comment tu as un problème avec les banques? Je dis, oui, je demandais des choses, puis ça n'aboutit pas. Tu as demandé? Ils disent, on ne demande pas avec les banques, on exige. Ah. Bon, je dis, très bien, on exige. De quelle façon on exige? Tu exiges, je veux ça. Puis si j'ai pas ça, je m'en vais. C'est tout, c'est carré, tel quel. Puis il y en a qui vont respecter, mais si tu vas avoir ce que tu veux, tôt ou tard. Et après, je vais te montrer comment faire. Puis il prend le téléphone, puis il téléphone à sa banque, qui était la banque, je me rappelle bien, c'était Toronto-Dominion. Enfin, c'était une banque, actuellement, dont le bureau chef était à Toronto. Donc, le directeur de banque local ne pouvait pas n'avait pas autorité pour discuter des montants d'argent trop forts. Alors, mon ami Sanguinette demande au directeur, je veux telle chose. L'autre lui dit, monsieur Sanguinette, je ne peux pas, il faut que je le fasse à Toronto. Il n'y a pas de Toronto là-dedans, je veux telle chose, puis vous me le donnez. Alors, mais je peux pas, monsieur Sanguinette. Puis vraiment, il ne pouvait pas non plus. Ah, bien, très bien. Pif, il ferme la ligne, puis pris son compte, l'a changé. Sur la foi de cette démonstration. Exactement, sur la foi. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Tu as compris, là? C'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Bon. C'est un homme absolument extraordinaire. Mais que faire à côté de ça, de la loyauté et la constance? Mettons que ce pauvre directeur-gérant l'avait bien servi dans le temps. C'est un peu dur. Pas le gérant, pas le directeur-gérant qui l'avait bien servi, c'est la banque. En tant que tel, c'est la banque à qui le directeur-gérant à ce moment-là était juste... enfin, il était là en place, mais il n'y avait pas tellement de loyauté là-dedans. Et quand, justement, on a répété de vous une citation, Maxwell, un de ces gens vous aurait averti qu'il était très, très dur et vous auriez répondu, attention, moi, dites-lui que je suis encore plus dur. C'est cette leçon-là que vous continuez d'appliquer avec les partenaires, les fournisseurs? Tout à fait, tout à fait. Ça fait très drôle. Maxwell, c'est vrai que c'est un homme dur. Mais c'est un homme qui est immense à aide toujours dans les négociations. Or, Maxwell mesure 5 pieds 6 ou 7. C'est immense. C'est pas 5, 6 pieds 6. 6 pieds 6, c'est immense. Il pèse dans les 280, c'est pas 300 livres. Alors, ça fait une masse d'hommes. Quand il arrive et s'assoit à une table, bien, à ce moment-là, il faut s'asseoir tranquille, parce qu'autrement, on peut se faire un coin sur le nez, puis on ne tient pas le coup longtemps. Mais Maxwell, c'est pas le genre de gars pour donner le coin sur le nez, mais apparemment, c'est quand même une masse d'hommes. Alors, quand on a commencé à négocier ensemble, ça a été très bien, d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'on s'est compris très vite. Voilà, la position, ça, c'est la mienne. Est-ce que ça marche? Ça marche, voilà.
Et c'est tout. Et ça s'est fait comme ça. Transactions avec Maxwell sont à peu près de cette nature-là. Alors, ça a été assez extraordinaire. Le lendemain de ça, je rencontre justement quelqu'un qui me dit « Fais attention, Maxwell. Il est très dur, puis c'est un gars tough. Alors, je me retourne, je dis « Écoute, dis-lui donc à ton ami Maxwell, lui, de faire attention à moi. Parce que moi, je suis encore plus dur que ça. That's it. On est des bons amis depuis ce temps-là. Et alors, que faire de... Parce qu'en affaires, il semble y avoir deux cultures quand on est rendu dans les grands deals. Il y a l'autre culture un peu plus... j'appellerais ça l'école diplomate, finalement. L'école où quelqu'un devient très, très riche en ayant séduit les gens et en ayant monté sans jamais de confrontation. Et il y a l'école que vous décrivez, où il y a toujours la confrontation. Robert, j'ai jamais connu ça, moi, cette école-là. Je pense que c'est une école de romance. En réalité, dans les affaires, c'est continuellement et perpétuellement une confrontation. Vous achetez ou vous vendez. Celui qui vend veut avoir le plus possible. Celui qui achète veut payer le meilleur marché possible. Alors, automatiquement, il y a toujours confrontation. Et dans quelle mesure est-ce que c'est un jeu? Et dans quelle mesure est-ce qu'on y met vraiment ses émotions? Est-ce que vous vous fâchez vraiment? Ou est-ce qu'au contraire, le fin du jeu, c'est pas de faire semblant d'être très fâché, mais en réalité de... Ça dépend de la situation. Il y a des fois où j'étais vraiment fâché, puis d'autres fois, je me suis payé à la tête de l'autre sans qu'il s'en rende compte, et puis c'est resté là. Je veux dire, ça n'a jamais été pareil. Une négociation, ça change selon l'objet et selon le sujet. Et M. Trump qui dit, par exemple, il faut savoir, là, il paye cher, il n'a peut-être pas suivi ses propres leçons, mais dans son livre, il dit, il faut toujours savoir quitter un mauvais deal avant qu'il aboutisse. Vous croyez ça? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sauf que le gros problème, c'est de savoir quel est le mauvais deal. Parce que quand on est dans un deal, souvent, il est mauvais, mais comme on est dedans, on prend pour acquis qu'il est bon. Alors, moi, j'ai l'avantage, j'ai eu cet avantage-là toute ma carrière, d'avoir avec moi, puis aujourd'hui, c'est autre chose, d'avoir avec moi deux individus, un avocat et un comptable, qui me disaient, bien, ça, touche pas à ça, vas-y dans ça. Enfin, on équilibrait toujours ce qu'on avait à faire. Aujourd'hui, je le fais avec mon fils, avec mes deux fils, effectivement, avec lesquels on discute le même problème et on prend des décisions ensemble. Et qu'est-ce qui fait la différence? Vous parlez de ces deux conseillers-là. C'est vrai qu'ils vous ont accompagné toujours. Je crois que c'est M. Wilbrod Gauthier et Albert Poisson. Et Albert Poisson. Et qu'est-ce qui fait la différence à ce moment-là, comme vous êtes, en un sens, un trio, en un sens, entre la propriété et le rôle de conseiller ou de gestionnaire? Parce qu'après tout, aujourd'hui, c'est vous le propriétaire, c'est pas eux. Oui. C'est celui qui... c'est le motivateur, celui qui prend la décision. Le conseiller va suggérer et va nuancer. Mais il ne prendra pas de décision. C'est bien clair que mes gens étaient des gens formidables. Moi, la raison pour laquelle je les prenais tous les deux, c'est que un était avocat, puis l'autre était comptable. Et j'ai toujours dit qu'un avocat et un comptable, vous les mettez ensemble dans un sujet donné, un va avoir une opinion, puis l'autre va avoir l'opinion contraire, ou à peu près, presque automatique. C'est très rare qu'on ait une opinion semblable. Alors, ça m'a été très profitable, parce qu'à partir du moment où un me disait une chose, je sais que ça a du bon sens, ça a pas mal d'allure. L'autre me disait, non, c'est pas ça, c'est ça. Ah ben oui, ça aussi, ça a du bon sens. Alors, je prenais un peu des deux, puis ma position était prise. Et que dites-vous à ce moment-là, je devine un peu, mais les économistes, les analystes, ceux qui, de l'extérieur, vont vous dire quoi faire. Québécois devrait faire ceci, Québécois devrait faire cela. Je leur dis, faites-vous donc un petit Québécois vous-même. Pour vous, comme pour le président Bush, pour lui, il y a le R-word, la récession, il ne faut pas trop en parler. Dans votre cas, il y a un J-word et un W-word. Il y a la question des Juifs, la question des femmes. Vous traînez ça comme un boulet, ce que vous avez dit. Est-ce qu'on peut revenir brièvement là-dessus? Vous en êtes où, là, sur ces deux questions-là? On va prendre une chose à la fois. La question des femmes. On m'a dit que j'étais... Sexiste. Sexiste, oui. Il faut dire que ceux qui ont dit ça, Dynamique Blouin dans la revue Actualité. C'était stupide et c'était totalement faux. C'était bâti sur rien du tout. En fait, non, c'était bâti sur quelque chose. C'était bâti sur le fait que j'avais fait une remarque il y a plusieurs années, qui était drôle d'ailleurs, enfin, disons que je trouvais drôle, et qui pouvait laisser entendre que j'avais pas de respect pour les femmes, ce qui est complètement stupide. C'est tellement stupide qu'à Québécois, on a été une des premières entreprises au Québec à avoir une femme sur notre conseil, sur notre conseil d'administration, qui est Mme Claire Léger. J'ai, en plus de ça, des directeurs généraux à très grand nombre. J'ai une bonne femme qui s'appelle Monique Léonard, qui dirige nos hebdos régionaux et qui a un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars. C'est tout de même une entreprise sérieuse. J'en ai une autre qui s'appelle Chantal Reed, qui dirige une entreprise qui s'appelle des 10 Trans-Canada, qui est une grosse affaire, les 10 Trans-Canada, qui est une entreprise de 40 millions d'affaires par année. Si j'avais pas de respect pour les femmes, c'est évident que ce ne serait pas là. Mais à ce moment-là, regrettez-vous d'avoir dit des choses qui ont pu laisser croire que vous êtes... Non, je ne le regrette pas, parce que ce que j'ai dit était très bien, sauf que ça dépend du ton. Le ton que j'ai dit était pas méchant, était pour la blague.
on a pris ce ton-là pour en faire un élément de... Par exemple, ce dynamique loin-là, j'ai 2 fils, un qui s'appelle Éric, l'autre qui s'appelle Pierre-Carl. Et il a déclaré, il a dit tout simplement que Éric s'écrivait avec un K, avec Pierre-Carl avec un K aussi. Donc, j'étais antisémite. Bon, c'était incroyable. Bon, mais il n'est pas là pour se défendre. Je voudrais bien qu'il le soit. Et vous savez aussi que sur la question du sexisme, il y a aussi, il y avait cette dame dans la Gazette, il y avait Mme Gagnon. À un moment donné, ça pleuvait sur vous. Avez-vous l'impression qu'on en voulait à vos comportements personnels, peut-être? Je n'en sais peut-être que oui. La bonne femme de la Gazette, c'est autre chose. Ça aussi, c'était une blague. C'est une jeune bonne femme avec qui on a un rendez-vous. Je l'amène manger au Ritz et je dis, pose tes questions, puis je vais te répondre. Alors, avant d'entrer, elle me dit, je pense mieux de m'asseoir au bout de la table, parce qu'avec la réputation que vous savez, c'est dangereux de m'asseoir à côté de vous. Je dis, je ne suis pas sérieux, j'ai trouvé ça très drôle. Bon. Ça étant dit, on commence à causer, et à un moment donné, il est question de la séduction des femmes. Je lui dis, c'est pas une mauvaise chose, la séduction, sauf que il faut que la séduction soit dans une entreprise, serve à l'entreprise et non pas à la femme. Si la femme se sert de l'entreprise pour sa séduction, c'est autre chose. Ça, c'est du plus mauvais goût. Et elle a mal tourné, elle a tourné mon affaire à volonté comme elle a voulu. Mais je pense que dans la sensibilité féminine, là, je parle pour les femmes, je ne suis pas autorisé, mais j'ai l'impression que ce qu'elles n'aiment pas, c'est des choses qu'on dit des femmes qu'on ne pourrait pas dire des hommes. Alors, le mot séduction, déjà, pour certaines personnes, c'est une clé, c'est le vocabulaire qui est sexiste. Bon, ça, à ce moment-là, Robert, je ne m'arrêterai pas à me tracasser avec ça. Bon. S'il y en a qui veulent penser ça, qu'ils le pensent, je m'en fous comme l'an 40, mais je sais que dans les faits, je suis très utile aux femmes, j'apporte beaucoup de choses aux femmes. Dans l'entreprise chez nous, nous avons beaucoup de femmes, des femmes en poste, et si je n'avais pas confiance aux femmes, si je ne croyais pas aux femmes, ils ne seraient pas là. Alors, je parle des faits, je parle pas uniquement du blablabla de femmes en mal de vous, le savez quoi. Bon. Et deuxième question, la question des Juifs. La question des Juifs, c'est un peu la même chose. J'ai été cité d'une façon totalement fausse, de A jusqu'à Z. Et à un moment donné, ça a été déformé jusqu'au point où je reçois un jour une quinzaine de postes de radio, enfin, différents chroniqueurs, et qui me posent question pour question. Je suis très nerveux cette journée-là, pas pour ça, pour autre chose. Et là, j'ai peut-être un peu dépassé un peu ma pensée, puis j'ai répété que je trouvais que les Juifs prenaient trop de place. Ce qui n'est pas un mal que de dire ça. Pas du tout. Mais vous ça savez, peut être interprété de façon très négative, ça aussi, évidemment. Ça déclenche des images. Ah oui, c'est évidemment. Historique. Alors, on est parti avec ça pour aller à Dachau. On aurait dû vu. C'était de la blague monumentale. Alors qu'il y avait en soi rien qui légitimait ça. Ça a été fait. Mettons-en, allons-y. Et avez-vous l'impression, quand vous parlez aujourd'hui, mais M. Maxwell, votre partenaire, est juif... J'en ai plusieurs actionnaires. Bon, est-ce que c'est réparé, selon vous? Vous sentez chez eux... Mon cher Robert, je ne me préoccupe pas de ça non plus. Si ceux qui veulent croire ça, s'ils veulent me croire dans cet état-là, qu'ils le croient, ça les regarde. Moi, je m'en balance. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce que je fais. Maxwell ne croit pas ça du tout. Et j'ai bien d'autres associés qui sont juifs. New York Times, c'est des juifs. Et plusieurs autres qui sont avec qui je traite continuellement. Si tel est le cas, on a un associé dans l'immobilier qui est un juif. C'est de l'associé, ça. Allons vers des sujets plus heureux. Vous avez évoqué vos fils. La famille, pour vous, c'est important. Il y a la famille et la foi. Je ne voudrais pas manquer de parler de ça dans les deux cas, parce que la foi, Nietzsche, c'était le contraire. Et vous vous êtes tourné vers la spiritualité. Vous êtes croyant maintenant. Oui. Et la famille est une valeur pour vous. Parlons de ces deux choses. On va parler d'abord de la foi. Quand j'ai terminé ma licence en philo, j'ai pris une attitude très athéiste. Et vraiment, si on peut être athée, j'étais athée. Je ne pense pas qu'on puisse être athée vraiment aujourd'hui, là, mais j'étais ce que je considérais comme athée. Et ma vie était axée, selon Nietzsche, sur le matérialisme, sur tous les éléments de la création immédiate. Avec Nietzsche, ensuite, c'est-à-dire, je suis venu à un point où je n'avais plus d'intérêt pour quoi que ce soit. Ayant obtenu ce que je voulais avoir, c'est-à-dire beaucoup d'argent, beaucoup d'ici, puis beaucoup de ça que je n'aimais pas, j'avais plus d'intérêt. J'avais plus d'intérêt du tout. À la vie. À la vie, exact, très exactement, à la vie. Où j'ai passé à très près de me tirer dans la tête parce que je ne voyais plus d'intérêt. C'est là que j'ai découvert la foi. J'ai découvert la foi et j'ai découvert cette dimension qui était une autre dimension, c'est-à-dire que je n'étais plus seul dans la vie. J'avais quelqu'un qui pouvait être avec moi si je voulais en faire usage, si je voulais m'en servir. Et j'y suis venu d'une bien curieuse façon. Je suis venu d'abord et avant tout par des gens que je connaissais qui étaient morts. C'est grâce à eux que j'ai... C'est-à-dire vous les avez accompagnés dans leurs derniers moments? Oui. Et j'ai découvert à ce moment-là les possibilités qu'il y avait. Et je suis entré avec eux.
Donc, pas une révélation soudaine à la Paul Claudel, une révélation graduelle. Non, ni à la Paul Claudel, ni à Saint-Paul. Les deux me font un peu rire. La façon que ça s'est passé au début, c'était un peu banal, puisque c'était même très, très banal. Je m'en vais acheter un journal à Rouyn-Noranda. Pardon, à Amos. Voyons donc, pas Amos, mais Val-d'Or. Et je prends l'avion de Val-d'Or, puis je m'en reviens de Montréal. Puis en prenant l'avion, je suis le seul à monter à bord de l'avion, et personne. Ça m'arrivait, c'est la première fois que ça m'arrivait. J'avais fait le tour du monde à plusieurs reprises, j'avais pris des avions partout, et jamais j'étais arrivé que j'avais pris un avion seul. Je parle d'un gros avion, je parle d'un petit avion, c'est autre chose. Et là, je monte à bord de l'avion, puis il y a juste une famille qui est là. Puis la famille, c'est un homme et sa femme, avec 2 enfants, puis c'est tout. Je m'assois. Et là, l'hôtesse me passe et vient me voir, puis elle me dit, nous allons voler, elle me donne tous les renseignements qu'on donne à ces périodes-là, 500 000 pieds, etc., etc. Là, je suis là, puis pour la première fois de ma vie, j'ai peur en avion. J'ai jamais eu peur de ma vie. Je monte à bord, et aussitôt que j'étais à bord, 10 minutes après, je dormais. Alors là, c'était pas du tout la même chose. Je m'endormais, j'étais tendu, j'étais pas capable de dormir. J'avais peur. Et je me suis dit, comment ça se fait? Le gars, le pilote qui est en avant, on n'est personne dans l'avion. Il y a juste le pilote qui est en avant, c'est ce pilote-là. S'il arrivait qu'il soit sous, par hasard, ma vie est entre ses mains. Ma vie est entre ses mains complètement. C'est pas possible. C'est pas possible que ma vie soit entre ses mains et que sa vie à lui. C'est une révélation. Voilà. Bon, c'est au sens large. C'est un syllogisme très banal et très, très facile. Alors, je dis, donc Dieu est là. Donc, ça ressemble un peu vaguement à Pascal. Bon. Je dis alors à ce moment-là, donc, si Dieu est là pour lui, Dieu est là pour moi. C'est comme ça que j'ai commencé à rouler sur ça. Et la famille, on a l'impression que vos fils, vous les préparez à prendre. Je suis très, très chanceux. Je me considère extrêmement privilégié parce que je ne me suis jamais occupé beaucoup de mes enfants. Je ne me suis jamais occupé beaucoup, particulièrement de mes fils, parce que j'étais trop pris dans mes affaires. J'étais perpétuellement dans mes affaires. Et quand je n'étais pas dans mes affaires, j'allais prendre un verre. Puis quand je ne prenais pas un verre, j'étais ailleurs. Alors, j'étais, bref, ensemble, pas souvent à la maison. Mes enfants, j'ai donc pas eu à apporter tout ce que j'aurais dû leur apporter. J'ai le privilège d'avoir des enfants qui me suivent. Pourquoi ils m'ont suivi? Je ne le sais pas, je ne le mérite pas. Mais ils sont avec moi et nous formons actuellement une équipe, c'est absolument extraordinaire. C'est d'autant intéressant que mon fils, qui est le plus jeune, a fait les mêmes études que moi, a été prendre sa licence en philo à Paris et il a pris son droit ici à Montréal. C'est amusant. Et parlons maintenant de la question du jour, c'est la renaissance du débat sur l'indépendance. Vous savez que ça revient de l'avant, il y a la commission Bélanger-Campeau et on ressort tout le débat 10 ans après, il y a des choses qui auront changé. Vous qui, dès 1963, étiez partisan de cette idée-là, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Je crois que ça avance beaucoup. Je crois que la commission Campeau-Bélanger devrait en venir à des ouvertures d'esprit qu'on ne peut pas prévoir à l'heure actuelle. Ça va dépendre, évidemment, qui est-ce que c'est qui va être à bord de cette commission-là, et s'ils sont là pour se montrer ou s'ils sont là pour faire du travail. Mais au-delà de la commission, le projet. Le projet, vous croyez toujours? Oui, je crois que le projet. Tôt ou tard. Tôt ou tard, ça ne peut pas faire autre chose. C'est tôt ou tard que le Québec va être une entité politiquement indépendante. Maintenant, il aurait pu être une entité politiquement indépendante il y a quelques années, avec René Lévesque, qui était, quant à moi, un homme extraordinaire. J'ai toujours considéré René Lévesque comme un des grands hommes, des hommes les plus intelligents qu'il y a eu au Québec. C'est très bien, mais être devenu politiquement indépendant, à ce moment-là, ça aurait fait du Québec un pays d'Afrique, avec les mêmes problèmes que les pays d'Afrique, c'est-à-dire une indépendance sans avoir rien à manger. Vous avez dit, d'ailleurs, je crois que c'est à Joanne Bougaud, notre recherchiste, avant l'entrevue, une indépendance de tout nu. On n'en veut pas. Bon, et aujourd'hui, ce ne serait pas ça. On serait habillé. Ben, disons qu'on commence à s'habiller. Aujourd'hui, on a eu un renouveau assez extraordinaire sur le plan économique, merveilleux d'ailleurs. On a des gens qui savent faire des affaires, qui les font et qui ne se contentent pas de bâtir une petite entreprise, de ficher le camp, comme c'était le cas avant, et qui font leur affaire avec la relève nécessaire. Je pense par exemple à Jean Coutu, qui a tous les 3 fils derrière lui. C'est évident que leur affaire va aller de plus en plus à Aziz, et puis ils se bâtissent aux États-Unis. Enfin, ils avancent beaucoup. Mais et ça fait la richesse suffisante pour aller de l'avant? Je croirais que j'attendrai encore un peu, malgré tout, mais on est en bonne voie. Et ce que reproche parfois le milieu des affaires à ce débat-là, ce qu'il coûte en énergie, vous aussi, vous en avez assez, mais en voulant que ça aille vers l'indépendance? Vous voudriez qu'on finisse d'en parler et qu'on le fasse? Ou... Je pense qu'on ne peut pas faire autre chose. C'est ça qui va arriver, tôt ou tard. Moi, je disais en 63 ou 64, dans une conférence que j'avais donnée à l'époque, que l'indépendance était irréversible. Je le crois davantage aujourd'hui.
Eh bien, M. Pellado, je sais que votre système de gestion, c'est KISS, Keep It Simple, Stupid. Et je crois que vous nous avez donné quelques leçons là-dessus ce soir. Je vous remercie. Bonne chance. Merci.